Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, M. Hunt. Comment allez-vous? Ça va très bien, mieux que les marchés. En tout cas, Oui, là, oui. à Toronto, il y avait du retard par rapport à New York hier. Là. Oui, On s'est repris, mais là, c'est en train de s'améliorer. Là. Bon, tant mieux. Comme disait ma grand-mère, ça se rend mieux et non, ça se rend pire. Ils avaient des bonnes expressions. Oui. Les ventes sont rois. Oui, tu as raison. Alors, je sais qu'on a une émission chargée, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Faites un petit voyage à Toronto, vous? Oui, justement. Ça va être gagnant comme un Canadien contre les Maple Leafs la semaine dernière? Ah oui, il joue ça. Non, c'est la semaine passée. OK. Oui, c'est la semaine passée. Oui, bien, effectivement, c'est bien que vous le mentionniez. J'ai d'ailleurs, une petite diapo ici à l'écran. C'est le fameux World Money Show, comme à tous les ans, 16 au 18 octobre. Et votre humble serviteur va être là pour donner une conférence dans la langue de Shakespeare le jeudi 16 octobre à 2h moins quart. Donc, si vous êtes dans le coin, vous venez faire un tour à Toronto, venez nous voir. C'est un show qui est quand même le fun pour les investisseurs actifs. Il y a beaucoup d'éléments intéressants. Alors, on vous attend. Je vais montrer tout de suite le site Internet du World Money Show. D'ailleurs, vous pouvez suivre quelques conférences en direct. Peut-être est-ce qu'on vous verra? Oui, effectivement, je suis dans la liste des experts. Bon, bien, dans la liste des experts. Oui. Et, d'ailleurs, tiens, on va en faire la preuve tout de suite. Là. Alors, vous voyez quelques-uns des experts qui vont être là. Et parmi ceux-ci, on le verra probablement dans quelques secondes, M. Paul. Je vous cherchais, je vous ai vu tantôt. Oui, je pense que c'est sur l'autre page. C'est sur l'autre page. Bon, en tout cas, vous le trouverez. On le trouvera. Mais vous pouvez aller sur worldmoneyshow.com. C'est moneyshow.com. Alors, vous pourrez avoir justement de plus amples informations. Beaucoup de choses intéressantes pour les gens qui s'intéressent à l'investissement de près ou de loin. Donc, c'est en territoire canadien en plus. Donc, oui, absolument. Venez nous voir. Alors, il y a pas mal de choses là-dessus, sur les stocks, sur les produits dérivés, etc. Effectivement, les obligations, les actions, les options, bien intéressant comme... Alors, revue des marchés, on va parler un peu de notre saison d'obligation Q3 et on va parler de Ebola et les marchés. C'est bien triste, mais c'est une réalité. Il faut voir ce que ça donne au niveau des marchés. Vous avez aussi des trucs à apporter là-dessus, je pense que ça va être intéressant pour les gens. Donc, commençons par nos données économiques du 6 au 10 octobre. Il n'y a pas eu grand-chose qui valent la peine. Donc, il y avait le FOMC, qui est quand même important, puis les demandes de chômage. Alors, FOMC, si on résume là, les points saillants, résultat majoritairement dovish, mettant l'accent pour associer les prévisions futures aux conditions économiques actuelles. Donc, de plus en plus, le talking que la Fed adopte. Beaucoup d'emphase sur la flexibilité et le pragmatisme de la Fed dans ses stratégies de sortie. Ça, c'est ça qui va être à surveiller, là, parce que là, c'est... Ce qui l'énerve, là, Janet Yellen, c'est l'Europe, là. Ça commence à taper ses nerfs. Vous avez raison. Et la devise américaine qui est forte. C'était dans les minutes, vous avez bien raison. Le fameux reverse repo, à un moment donné, peut-être là, nous entretenir là-dessus, là, nombreuses discussions sur cette stratégie-là de reverse repo. Là, dans le fond, c'est l'achat d'actifs, mais à l'envers. Ils font ça par l'autre côté. Certains préféraient une fin plus rapide des investissements. D'autres souhaitent plus de latitude pour la vente de titres adossés aux hypothèques. Taux d'intérêt, les prévisions du marché sont plus basses que ceux de la Fed. Alors ça, le marché ne s'attend pas à des hausses aussi élevées que la Fed semble vouloir anticiper. Bien, c'est vrai, parce que quand on regarde les 2 ans, là, ils sont toujours à 0,38. Eux, ils parlent d'1,38 d'ici la fin de 2015. Alors, il en manque un petit peu. Oui, il manque un petit peu, effectivement. Plusieurs participants estiment que l'inflation sera sous l'objectif de la Fed pour encore un bon bout de temps. On garde le cap sur la fin de la DQ. Fait un top, théoriquement, ça va être le dernier gros rachat. Puis là, les projecteurs sont sur les fameuses stratégies de sortie de la Fed, puis comment ils vont mettre ça au bilan. Ça va être intéressant c'est de voir comment est-ce qu'ils vont faire refléter ça au bilan. Vous parliez tantôt de l'outre-mer. Inflation outre-mer, les conversations de la Fed deviendront probablement plus techniques là, dans l'avenir. L'état de vie demeure prédominant avec une certaine inquiétude d'ordre économique pour les marchés de l'outre-mer, ce que vous disiez tantôt, et une inflation domestique qui est toujours sous leur cible. C'est le cas aux États-Unis, puis on s'est aperçu ce matin que M. Carney était dans le trouble aussi, parce qu'en Grande-Bretagne, c'est la même chose. C'est en bas de la cible. Oui. Bon, il est pas bon, ça. Parti à temps, lui. Oui. Alors, regardez ce que ça a fait. C'est malgré que, théoriquement, les minutes, on s'entend que c'est la copie conforme de ce qui s'est dit il y a 15 jours. Regardez la réaction des marchés, qui était positive, soit du temps passant. Les marchés, ça, c'est 2 heures. C'est en plein là où les minutes ont été divulguées. Les marchés ont take-off, comme ils disent en anglais.
puis on est monté jusqu'à la fin de la journée. Et évidemment que ça n'a pas tenu la route longtemps. On va s'attendre dans le graphique hebdomadaire. Le lendemain, malheureusement, ils ont tout perdu ce qu'ils avaient gagné la veille. Dans l'autre donnée économique intéressante, et corrigez-moi si mes données ne sont pas correctes en temps réel. C'est bon. Beau résultat, 2,87 contre 2,93 attendu, 2,88 revisé, donc tout va bien, madame la semaine, c'est tout ce qu'il y a eu. Effectivement, c'est ça une bonne nouvelle encourageante. Et on voit que, notre graphique qu'on ne souhaite pas dans notre portefeuille, mais qui est l'idéal pour les Jobless Claims, est toujours en baisse depuis déjà quelques années. Donc là-dessus, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Malheureusement, ça n'a pas été assez pour contrer toutes les autres mauvaises nouvelles. Et le lendemain de l'annonce de la Fed, les marchés ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné la veille. Une seule. Mais... Voilà, tout est discutable. Ouais. Tout est relatif. Par contre, ce graphique-là parle tout seul. On est vendredi, ici, à la fermeture de la semaine passée. Et là, on était vendredi, en fait, la semaine d'avant. Et là, on était vendredi la semaine passée. Et malheureusement, regardez, c'était toute une il est bizarre, le marché. Le marché a réagi négativement le lendemain matin, donc jeudi matin, pour la même raison pour laquelle les marchés ont grimpé la veille. C'est-à-dire que, là, la Fed ne bougera pas avant un petit bout parce que ça va pas nécessairement très bien au niveau international. Là, le marché est euphorique à partir de 14 heures, publication des minutes de la Fed, dont on savait en grande partie ce qui allait se passer. Le lendemain matin, ils digèrent, puis c'est comme s'ils avaient pris un coup à veille, puis ils ont eu mal à la tête. J'ai l'impression qu'ils ont dû relire ça dans la soirée. Il a peut-être sauté une couple de pages. Ils auraient dû regarder les téléromans. C'est ça. Oui, de regarder ça. Ils devraient arrêter de dire ça. Ouais. Donc, 500 points la semaine passée, give and take. Là. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on cherche des excuses pour larguer. Écoutez, les marchés sont haussiers depuis 2009, on le sait. Là. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il va se faire de la prise de profit. Puis toute bonne excuse est valable pour la prise de profit. Il faut dire que la semaine passée, quand on regarde le VIX, par exemple, le VIX a quand même grimpé de 15 à 24 points. Donc, il a grimpé de 50 d'une semaine. C'est énorme, ça. C'est beaucoup. Même beaucoup trop, je dirais. Depuis longtemps qu'il n'y a pas eu cette hausse-là. La semaine qui s'en vient, on est servi. Il va y avoir pas mal de stocks et demande de chômage, beige book, les nouvelles constructions résidentielles, etc. Sentiment du consommateur, on va faire suivre ça. Là, ça va être assez important. Et notre sujet de la semaine, Ebola et les marchés, avec déjà 2 cas déclarés aux États-Unis, dont malheureusement un décès. Petite mise en garde, je veux quand même expliquer aux gens là, que je ne suis pas un médecin, puis je ne suis pas un professionnel de la santé, là, donc les commentaires qui sont là ne proviennent pas d'un professionnel de la santé. Les perspectives boursières ne cherchent pas à profiter là, de la triste situation, mais plutôt comprendre l'effet contributif et possible que ça peut avoir sur ces compagnies-là, puis éviter certains pièges, puis il faut toujours faire son analyse digitale personnelle. Oui, effectivement. Et quand je regarde ce qui s'est passé sur les marchés hier, c'est bien important. Là, je vais le mettre en 5 jours. Si vous me permettez, je vais faire le graphique en 5 jours pour mieux qu'on puisse saisir l'ampleur de la descente aux enfers d'hier. Là. On est passé d'ici au creux. Ça, c'est l'indice des compagnies aériennes. Là, je ne les ai pas pris de façon individuelle, je l'ai pris de façon globale. C'est l'indice du S&P 500 Airlines, donc compagnie aérienne pure. J'aurais pu faire le même phénomène pour les compagnies qui œuvrent dans le domaine des ventes de voyage, les agences de voyage. Ils sont très affectés par ça. Ils sont très affectés. Il y a des compagnies aériennes qui ont chuté de 7 hier parce que là, il y a eu le cas de transmission sur le sol américain. Et c'est ça qui a fait extrêmement mal aussi. Parce que depuis déjà un bon moment, là, on le regarde, depuis le début de la crise, là, regardez, là, la crise là, a commencé à peu près vers le 17-18 septembre. On est passé de 240 points, 265, à 212 hier. Donc, on a perdu 50 points. C'est 25 %. Là, on était vraiment en marché baissier sur le secteur aérien. Effectivement. Alors, ça va pas nécessairement très bien. Non, vous avez bien raison. Et ce qu'on va tenter de faire, avant de passer à l'aspect marché, on va tenter un peu de comprendre aussi l'Ebola. C'est pas nécessairement évident. Encore là, moi, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste en la matière. C'est d'informations que je suis allé chercher un petit peu à gauche et à droite. Là. Alors, Ebola, en quelques mots, c'est un virus transmis principalement par le sang et les autres fluides corporels, principalement d'humain à humain, mais aussi via les animaux par contact ou consommation. La chauve-souris à fruits est considérée comme l'un des plus grands réservoirs et courroies de transmission du fameux virus. Petite image ici, là, pour donner une petite idée, là, ceux qui sont très porteurs de ce virus-là. Puis évidemment, on connaît la chaîne, hein? Un animal en infecte un autre, puis un autre, et ainsi de suite. La consommation par les humains entre eux aussi peuvent s'infecter. Donc, c'est pour ça que
tout le monde craint un petit peu là, la propagation de ce virus. Bien, on continuera vers midi 30 cette étude-là, puis de l'impact que ça a sur les marchés. Tout de suite après, Yves Usereau. On poursuit un petit peu notre étude sur l'Ebola. Je disais justement qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Juste en termes de capitalisation boursière perdue, c'est plus que le PIB des 3 principaux pays. Saviez-vous ça? C'est 16 milliards de dollars. C'est perdu plus que ça en bourse sur les compagnies aériennes à travers le monde. Incroyable. C'est quand même assez incroyable de voir cette évolution-là. Un virus qui est en train de carrément virer le monde à l'envers. C'est vrai. Effectivement, ça a des impacts partout maintenant. Origine et symptômes, originaire de l'Afrique au sud du Sahara. La première éclosion en 1976, c'est pas d'hier, mais la plus grosse épidémie, c'est celle qu'on vit en ce moment. 2014, proviendrait précisément de l'Afrique de l'Ouest. Les signes et les symptômes sont fatigue, fièvre, maux de tête, douleur aux joints, muscles et à l'abdomen, suivi de vomissements, diarrhée, perte d'appétit. Pas évident, là, des fois tu vis ça dans bien des circonstances, là, mais il faut pas, si jamais on a des symptômes, on n'hésite pas, puis on va vérifier. Possibilité d'apparition de plaques rouges aussi bosselées. Période d'incubation de 2 à 21 jours, c'est assez rapide aussi. Hein? Les effets sont assez incroyables. Traitement, ça, c'est l'autre problème qui est un petit peu épeurant, c'est qu'il n'y a pas de véritable traitement à ce jour-là. Il y a toutes sortes de... Mais là, on va en tester un, là, sur 40 personnes. Là, ça va être testé, mais avec un vaccin canadien. Effectivement. Et qui appartient, dont les droits appartiennent au gouvernement canadien. Ouais. Donc, si ça marche, l'argent qui va le faire, c'est le gouvernement canadien. Au moins, il y a un bon côté de ce côté-là. Il y a un bon côté à ça. Malheureusement, il y a tellement de personnes. C'est ça. Ils n'auront pas de nouvelles avant le mois de décembre du résultat. Fait qu'il n'y a rien d'immédiat. C'est ça qui fait paniquer tout le monde. En ce moment, tout ce qu'il y a là, comme traitement, là, c'est beaucoup plus là, de la gestion de la douleur et de l'anxiété. Réhydratation orale ou intraveineuse, prise d'antibiotiques, etc. Mais c'est pas... Ça apaise, ça cure pas. Là. Taux de mortalité assez impressionnant. Hein? Pour les personnes infectées là, dans des conditions médicales primitives, là, ça peut être 1 sur 2. Donc, ça aussi, c'est assez foudroyant et assez épeurant comme virus. Premier décès qui a vraiment shaké les marchés, par l'expression. C'est à partir de là. Oui, c'est mercredi le 8 octobre. On le voit sur les graphiques d'ailleurs. Première victime là, de l'Ebola en sol américain. Thomas Eric Duncan aurait été infecté en Afrique de l'Ouest en aidant à l'accouchement d'une mère infectée. Puis, après ça, contaminé une infirmière du Texas. Par la suite. Donc, on voit que ça se propage. Puis c'est ce décès-là qui a provoqué de la volatilité énorme là, sur les titres qui sont, la bio évidemment, là, et ceux qui sont reliés aussi au domaine là, de la protection, là, puis le domaine viral. Voici quelques exemples de titres qui ont, vous allez voir, les effets sont assez incroyables. Là. On prend TKMR, Techmira, Pharmaceutical, travaille en collaboration avec les départements de la défense américaine pour tenter de trouver un vaccin contre l'Ebola. Le cours du titre a augmenté de quasiment 200 % depuis le début de 2014. On va voir le graphique. Regardez ici, là. De ça ici, là, jusqu'à actuellement. Il était en chute libre, hein? C'est plus simple que ça, là. C'est plate à dire, là. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est toujours un peu... tout un débat aussi là-dessus, là. À savoir si des fois, là, il n'y aura pas... des petits penchants. CMRX, Chimerix, détient un médicament expérimental, le Brincidofovir, qui serait disponible pour l'utilisation immédiate. Cependant, ce médicament n'a jamais été testé sur les animaux de laboratoire et encore moins les humains. Toi, même histoire, tant que c'est pas testé, tu sais pas vraiment là, la portée. Puis il travaille avec le FDA en ce moment là, pour mettre en place des essais à court terme. C'est sûr qu'il essaie de tout mettre ça sur un fast track, avec tout aussi les dangers que ça peut représenter. Regardez encore une fois, lui aussi, depuis mai 2014, regardez l'ascension du titre, on est passé de 15$ à 30$. Lake Industries, ça, vous allez voir, c'était assez spectaculaire. L'entreprise qui spécialise dans les fameux asthmates. Les asthmates. Eux autres, ils fabriquent. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est ça. Les fameuses combinaisons qui protègent contre les matières dangereuses là, et virales. Mercredi dernier, le premier décès aux États-Unis a grandement augmenté la demande pour ce type de produit puis a fait grimper le titre de 100 % en 3 jours, M. Gagnon. C'est pas à peu près 6 mois, là. Regardez ce titre-là, il y a une semaine, là, on va faire ça facile un peu, là. C'est tradé à peu près à 6-7$. Puis là, vendredi passé, là, quand j'ai arrêté le graphique, il était rendu à 20$ pratiquement. Alors, on voit là, que les effets sont assez directs.
Bon, je ne sais pas combien il nous reste de temps. On a fini de noter là. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes, mais écoutez, on ne pourra pas toutes les faire, mais il va y avoir une semaine chargée là, sur les divulgations. La semaine passée, c'était flat. Les 5 INSA qu'on suivait, là, pas de gap sur aucun du groupe. Donc, il y avait les idées ailleurs. Il y avait les idées ailleurs, effectivement. La semaine prochaine, ça peut être différent, par contre. C'est surprenant, Guillaume. Oui. Alors, on fait une pause, les réponses aux questions tout de suite après. Ben, on est prêt pour répondre à vos questions. Et Busereau qui est de retour. Jean-Paul va nous analyser de tout. On va commencer par le premier. Bon, c'est moi, je m'excuse, je m'excuse. L'argent dans le pot, ça vient de me coûter de l'argent dans le pot, c'est sûr. Alors, bon, François Hull qui nous écrit, il va avoir l'analyse de 2 titres qui ont des dividendes quand même relativement élevés. Le premier, ça s'appelle CPLP, qui est Capital Product Partners. C'est dans le transport maritime du pétrole et des produits chimiques. Peut-être en parler tout d'abord avec Yves Busereau, puis on regardera ça techniquement parlant avec Jean-Paul. Le point ici, François, c'est qu'il faut faire peut-être attention. Des fois, il y a des titres qui ont des gros dividendes. Puis dans certains cas, je ne veux pas dire ça sur la compagnie, mais dans certains cas, c'est un leurre. C'est qu'on veut, les gens qui cherchent des titres à dividendes, souvent, on va avoir un titre qui est pépère, qui est stable et tout ça. Et malheureusement, il y a des caractéristiques qui ne sont pas... je vous dirais, par exemple, ce titre-là en 2008 a planté de 80 donc, il y a un aspect un peu cyclique qui est quand même assez important, qui est relié au commerce le transport, les tankers internationaux et tout ça. Donc, il y a un aspect au niveau de la demande et de l'offre un peu mondiale. Donc, c'est quand même très important. Les chiffres sont très variables au niveau de la rentabilité aussi. Ça, c'est un autre élément. Il y a un bêta assez élevé aussi. Donc, faire attention, là, c'est pas à cause qu'il y a un gros dividende là, que c'est nécessairement intéressant. Bon, OK. Techniquement parlant, oui, bien, bon, effectivement, je suis d'accord avec Yves là-dessus. Là, souvent, les gens sont très omnibulés par le dividende. Il faut faire attention à ça. Tu fais un dividende de X, mais tu perds 3 fois plus qu'un dividende dans l'année. C'est pas une bonne... Par contre, à la défense des gens, il faut dire que le titre, c'est vrai là, que, bon, c'est pas relevé depuis la descente de 2008. Ça, c'est toujours un peu problématique, des titres qui n'ont pas réussi à remonter dans les marchés actuels. Mais il y a de côté, là, ça fait 4-5 ans qu'il est de côté. Fait que disons que, on dit toujours, là, l'adage, tu perds rien. Le dividende fait qu'au moins tu es payé en attendant. Sauf que dernièrement, là, ça s'est gâté. Là. Mais M. Paul, le fait que durant la reprise, il n'a pas été capable de faire une reprise... Ça, c'est assez... Si on a un autre ralentissement mondial, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont vraiment à moins zéro. Et puis dernièrement, ça a été très mal. Hein. On voit dans les dernières semaines, là, puis on le voit ici en jour. Là, donc là, ça vient de décrocher, comme dit l'autre. C'est comme on disait, ça n'a pas monté durant le rallye. Imagine s'il faut que les marchés corrigent, il va arriver quoi avec ce genre de titre-là? Bien, l'autre, vous pourriez le faire tout de suite, NNA, parce que c'est Navios Maritime Acquisition Corporation. Ça ressemble, hein? C'est exactement la même chose. Eux ont des tankers, font du transport de pétrole et de produits dangereux. Puis ça a même patente depuis 2008. C'est le même comportement. Regardez, ça vient de décrocher ça aussi. Sauf que lui est encore plus bas. Là, on est rendu à... On tombe dans le penny stock, on est rendu à 2 piastres. Mais l'autre avait tombé de 80 en 2008, puis lui, il a tombé de 80 en 2010. Bon. Puis il ne s'est pas relevé tellement, puis la rentabilité n'est pas là. Si j'avais un choix à faire entre les deux, là, je ne sais pas si là, non, c'est vrai. Mais peut-être, là, pour l'heure actuelle, moi, Navios, là, je ne toucherai pas avec une pôle de 40 pieds, ça c'est clair. L'autre, il reste encore... Il y a quand même des profits, c'est ça, exactement. Mais il reste que la rentabilité est quand même faible. Le ROE était de 7 seulement. Oui, mais l'autre, il est négatif. Ça va pas. Mais il y a quelque chose de mieux que ça dans le secteur. Pourtant, les revenus de la NNA sont meilleurs que ceux... ils sont autour de 280 millions pour 2015 prévus. Eux, 333, puis ils perdent de l'argent encore. Bien, moi, ce que ça me dit, François, c'est que je regarde ça, je regarde le comportement historique de ces compagnies-là, qui malheureusement me semble très cyclique. C'est bon à ramasser quand tu le ramasses dans le fond du baril. Je ne sais pas dans quelle mesure, Yves, l'influence américaine peut y avoir là-dedans, parce qu'eux faisaient beaucoup de transport vers les États-Unis. Moins 16 de pertes strictement pour les Américains, qui deviennent de plus en plus autosuffisants en termes de pétrole. Alors, si tu as moins d'importation de pétrole, ça n'a pas de tes compagnies maritimes. C'est structurel, ça. Je veux dire, Et voilà. OK, prochaine question qui s'adressait directement à Jean-Paul. C'est Marcel qui nous écrit. La semaine dernière, Jean-Paul parlait qu'il n'était pas évident de se fier au volume des titres pour différentes raisons. Ainsi donc, peut-on se fier aux indicateurs techniques qui se servent des volumes dans leurs calculs afin de nous orienter dans nos prises de décision? C'est une très bonne question. Je n'avais pas pensé à la semaine passée, celle-là. Puis quand vous nous dites, bon, là, il y a le DAR, il y a différentes plateformes qui existent, il n'y a pas de concertation entre toutes les plateformes pour savoir le véritable volume de transigé au cours d'une journée sur un titre. On fait quoi dans ce temps-là? Parce que là, les ratios, là, on les calcule souvent. Il y a quelques-uns des ratios qu'on calcule à partir du volume.
Très belle observation de la part de l'auditeur. Puis effectivement, c'est pour ça que, sans faire un gros débat là-dessus, l'analyse technique en a perdu des plumes les dernières années. C'est beaucoup plus maintenant qualitatif, quantitatif, événementiel, à cause de ces éléments-là. Il y en a qui vous aimeront pas. Je sais, mais il faut que je réponde honnêtement à la question. OK. Bon. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus, parce que tout étant par heure égale, si j'ai un moins gros nombre de volumes à analyser, il reste quand même que l'analyse a quand même sa valeur. Ouais. Parce que je peux présumer que ce que je vois pas va dans la même direction que ce que je vois. Un exemple, on prend pas. Parce que des fois, les gens, vous savez, vous faites passer le commentaire, c'est une passée, on voyait le DAR, les volumes descendent tout le temps, puis ça va quasiment à zéro. C'est pas vrai qu'il y a moins de volume qu'avant. Eux ont moins de volume qu'avant. Regardez Apple, et ça, c'est Free Stock Chart. Je l'ai vérifié sur DD. La plupart ont toutes les mêmes sources de data. C'est pas vrai que... Là, je suis en année, OK? Les barres que là, c'est le volume en année. C'est pas vrai qu'Apple, actuellement, a moins de volume qu'en 85. Hein? On sait tout ça, là. Planétairement parlant, là... Écoutez, il y a plus d'actions. Oui, ça a doublé les volumes. Ouais. Pourtant, si on regarde le graphique ici, on aurait des volumes équivalents aux années 98, puis pas tellement plus gros que 85. On voit le problème, là. C'est parce que le data, le feed qui alimente ce logiciel-là, comme bien d'autres, ne prend pas tous les dark pools, les fameux là, dark pools là, qui tradent là, sous le radar. On fait quoi dans ce temps-là? Parce que là, si tu fais pour un indicateur, par exemple, ratio au cours, volume, etc., il y en a plusieurs indicateurs qui existent. Puis là, si je me retrouve avec un volume identique à celui de 94, j'ai un méchant problème. C'est sûr que sur la base des volumes, c'est difficile à lire. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que théoriquement... Là, il a fait 7 pour 1, par exemple. Mais là, normalement... mais ça ne change pas. Non, ça ne change pas, parce que normalement, le reste devrait être ajusté. Exactement. Le NAV ne change pas. OK. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est dans la vraie vie, l'année passée, il faudrait que je double ça ici, et probablement que je le triple. Okay. Donc, théoriquement, mon analyse de volume là-dessus a quand même sa valeur parce qu'elle est représentative de ce que je vois pas. Autrement dit, ça se peut pas que sur le New York, que Apple monte, puis sur les dark pools qu'il short au point d'être divergent. OK. Mais c'est sûr que tous les indicateurs qui utilisent les volumes, il faut faire attention. C'est pour ça que souvent les figures chartistes sont recommandées parce que les volumes ne sont pas impliqués là-dedans. Ah, OK. Mettez le flash crash 2010, là, il y a eu un problème de volume cette journée-là. Vous vous en souvenez, là, il y a des sites qui ont tradé à zéro. Et les fameuses moyennes mobiles de 200 jours là, en ont pris pour le hum durant 400 jours avec cette donnée-là. Donc, ils étaient faussés. Mais un triangle qui n'était pas bon ce mois-là était bon le mois d'après. Un moment donné, ils ont annulé. Bien, le temps fait son œuvre. Ouais. Tu sais, ça va prendre au-dessus de 200 jours avant que la moyenne sur place, sauf que l'information, elle est rentrée dans l'indicateur. Donc, il faut faire attention à ça. Tandis qu'une analyse de figure chartiste de ce mois-là n'était pas bonne, c'est sûr, mais le mois d'après, le triangle était bon, lui. Là, ce triangle-là fait fi de ces situations-là de volume. Donc, oui, il faut être prudent, puis il a raison que c'est plus comme avant les volumes. Par contre, il ne faut pas non plus penser que Apple a moins de volume qu'en 85. C'est juste qu'on ne les voit pas toutes. Non, mais c'est un vrai bon exemple. Là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un quelque part qui se conserve, parce qu'à un moment donné, il faut que tu saches. C'est ça qui travaille, mais c'est un paquet d'indépendants. Tout le monde veut faire de l'argent. Tout le monde sait sa couverture, c'est ça. Exactement. Prochaine. Claude de Trois-Rivières veut qu'on lui parle de Dollarama. Alors, DOL, d'après vous, les signaux pour Dollarama montrent que l'action va continuer de monter ou suivre la tendance générale? Commencez par Yves, tiens. Bien, au niveau on pourrait dire la progression, la stabilité dans la croissance des revenus, des profits, c'est une histoire à succès qui est vraiment incroyable. Il y a un rendement sur l'avoir des actionnaires de 34 une croissance à long terme de 20 puis les analystes regardent ça et disent qu'ils sont bons encore pour peut-être un 4-5 ans à tenir la croissance comme ça. Il est à 25 fois les profits, 21 pour les ceux de l'année prochaine. C'est pas quelque chose qui est donné, mais par contre, ils ont tellement une historique à livrer la marchandise au niveau de la croissance de façon stable et continue. Dans un marché qu'on a qu'avec un peu de volatilité, je pense que c'est le genre de compagnie, si la personne peut avoir la chance d'acheter ça avec un rabais qui est donné par des replis temporaires de marché, là, c'est incroyable. Il continue quand même. Tu sais, regarde aujourd'hui, même de l'Alma, le secteur, depuis une semaine, je regardais en journée, là, quotidien, il est quand même resté stable malgré la tourmente là, des titres dans le secteur des ventes au détail. On voit, oui, bien écoutez, graphiquement parlant, c'est un titre à analyser du point de vue fondamental parce que graphiquement parlant, on est à des hauts plus hauts constamment. Enfin, c'est difficile là, de dire ça va arrêter, ça va continuer. C'est probablement un peu élevé. Puis on s'entend que quand on arrive proche du 100 $ pour n'importe quel titre sur la planète,
c'est une étape importante à franchir. On sait que McDonald's s'est cogné la tête là-dessus, pas dans le même secteur, là, mais... Surtout quand on parle de 15. Oui, bien d'accord. Mais c'est parce que quand on regarde ses paires, elles commencent à être chères un peu. À 25 fois les bénéfices là, actuels. Dollar Tree, Dollar General, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans la même situation de croissance non plus. J'ai 17-19. Je ne shorterai pas, mais je ne l'achèterai pas. Non? Non, pas de point technique. Bien, c'est ce que je pense. Puis regardez, vous confirmez, vous dites là, 25 fois les bénéfices. 22 fois les bénéfices prévus dans le marché. C'est élevé, ça, là. Si le marché corrige, mais c'est sûr qu'eux autres, des fois, ils vont rassurer, il n'y a pas grand monde qui le short non plus. Non, j'en doute pas. À point 2, là. Non, effectivement. Donc, on se garde une petite gêne avec le c'est sûr que moi, je pense que l'élément très important actuellement, c'est plutôt le big picture au niveau des marchés dans son ensemble. Ça, dans le fond, ce qu'on voit, c'est une compagnie de top qualité. Oui. OK? Mais lorsqu'on a une marée qui va contre nous, il n'y a aucune compagnie, même si elle est bonne, qui ne va pas suivre la marée. Et donc, sauf que ces occasions-là sont des opportunités, si on veut, pour acheter des bonnes compagnies à des 10, 20, 30 de rabais. Ça, c'est rare, ça arrive, ça. Oui, puis ça, c'est un point intéressant, parce que dans le fond, c'est récent. Hein? C'est 2010, l'entrée en bourse à peu près. 2009, 2010. Fait que j'étais prêt à aller voir ce qu'ils ont fait en 2008, mais ils n'étaient pas là. Donc, ils ont bénéficié aussi d'un marché de rallye. Ils ont rentré en 2010, 2009, au moment où le marché levait. Ouais. Mais c'est pas la même un point important, je pense, François. Dans le contexte qu'on a actuellement, les gens devraient regarder l'historique, étudier qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec les compagnies pour savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est risqué, puis qu'est-ce qui l'est moins. Puis Dollarama, dans le fond, ils vendent des bidules à 1 $, 2 $. Fait qu'autrement dit, c'est un titre qui pourrait avoir le potentiel d'être défensif. Parce que lorsqu'on a une récession, un ralentissement économique, les gens vont arrêter d'acheter des produits de luxe très chers, mais ils vont s'en remettre plus sur des petites affaires, des petites bébelles pas chères. J'y songe. Bon, mais d'acheter des petites bébelles pas chères. Oh, il va. Il y a toujours des trucs. Ça, vous avez des bébelles pas chères. Ils n'ont pas ça chez Dollarama. Ils ont déprécié, là. Non, mais ils commencent à avoir du stock de qualité en plus. Pour ceux qui vont le voir régulièrement, là. Bon, c'est pas toutes des bébelles de plastique qui viennent de la Chine. C'est un beau concept. C'est un très beau concept. Il y a bien des affaires, là. Puis je peux vous dire qu'il y a des Mercedes qui vont là aussi. C'est pas rien que des... Non, il y a bien du monde qui vont là. OK, Ginette Bergeron, une compagnie qui s'appelle Vigilion, AVO, donc à la Bourse de Toronto. Une entreprise qui œuvre dans le système de surveillance, des équipements de surveillance. Avion. Graphiquement parlant, ça va pas bien. Malheureusement, pas de profit de malheur, mais on l'avait analysé ensemble, vous et moi, il y a 3 mois. On l'avait donné baissier à ce moment-là. On voit la petite flèche rouge. Et on a malheureusement eu raison. Moi, je donne encore baissier actuellement. C'est pas un titre que je connais, honnêtement, là, mais je vois juste du point de vue graphique. Là. Il n'y a pas bien de support à l'horizon. Il n'y a pas de point d'entrée non plus fondamental. On va voir ce que ça dit. Là, mais graphiquement parlant, bon, il y a peut-être là, en ce moment-là un petit rebond potentiel à court terme, mais ça ne regarde pas bien. Là. Je regarde les analyses. Pourtant, 29,85, prix cible. Le titre, je regarde les revenus, c'est 77 d'augmentation dans les 3 dernières années. Donc, le système de surveillance de caméra, d'être capable de les capter à distance, de rejouer, c'est rendu à la mode. Là. Ils vivent une croissance vraiment très, très, très forte. C'est sûr que c'est vrai que techniquement, on voit un peu là au niveau de la croissance, elle a légèrement, on pourrait dire, décéléré. Au lieu de faire dans le 70, 75 on est peut-être dans les 60 quelques. Mais il reste que c'est une croissance qui est phénoménale. Puis les profits, c'est quasiment du 100 par année. C'est sûr que c'est un pari sur la croissance. Est-ce que dans un contexte peut-être de ralentissement économique, ils vont être capables de continuer sur cette même cadence-là? Mais il reste la croissance, elle est vraiment là. Mais c'est juste qu'il y a peut-être, à cause des vents de face un peu dans les marchés, bien, les gens peut-être veulent pas payer trop cher un multiple élevé pour une croissance future. Donc, il y a peut-être un peu cette prudence-là qui est là actuellement dans les marchés. Bon, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir. Demain, ce sera déjà mercredi. Ça va vite quand tu as congé le lundi. Alors, on vous retrouve demain avec Lynn Rivard, entre autres. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Au revoir.